donne la parole à Richard pour son petit mot, et puis ensuite à Christina. Voilà. Richard, grande classe internationale, qui intervient à toutes nos... Merci beaucoup. Pardon, excusez-moi. Oui. Bonsoir à tous. Je vais vous présenter un peu comment nous percevons l'enseignement de la bioéthique à Pierre-Gilles de Gênes, ENCPB. Pour ça, je vais partir sur 3 principes philosophiques de pensée. Premièrement, sur la maïeutique de Socrate. Pourquoi la maïeutique de Socrate? Parce que contrairement aux cours classiques dans lesquels l'élève est un réceptacle et le professeur est une source, les données transmises sont immuables, sont acceptées. Dans le cas de l'enseignement de la bioéthique, il n'y a pas ce genre de cas. On a pour charge d'amener les élèves à réfléchir sur une question et à avoir leur propre opinion. Réfléchir à une question, il faut avoir des sources. Donc par rapport aux sources, donc on leur apprend à vérifier que les sources sont fiables. Ensuite, il y a des débats en classe. On leur apprend les règles de débat. Au départ, c'est un peu la foire d'empoigne. Chacun coupe la parole de l'autre. Il n'y a pas de possibilité d'avancer. Une fois qu'on leur a appris les règles, une fois qu'ils ont assimilé les informations qu'ils ont eux-mêmes été chercher, je ne leur donne aucune information. Je leur demande juste de travailler sur un sujet. Ils partagent, ils débattent. Donc ceci est intéressant. Le deuxième item, c'est une phrase de Rabelais qui dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». On a pu voir ça durant la Seconde Guerre mondiale avec les travaux nazis sur la biologie, on ne va pas dire la médecine, j'appelle pas ça la médecine. Donc, Pierre-Gilles de Gênes, c'est Pierre-Gilles de Gênes ENCPB. ENCPB, c'est pour École nationale de chimie, physique et biologie. C'est-à-dire que nous n'avons que des élèves scientifiques, nous n'avons pas de section littéraire. Ce sont des élèves qui sont amenés à devenir des biologistes, des physiciens, des chimistes. Donc à partir de là, ils ont certaines connaissances scientifiques, il faut qu'ils apprennent à les utiliser, à disserter sur un choix qui est fait, par exemple la génétique justement, à prendre des décisions, à amener leur hiérarchie à prendre des décisions par rapport à ça, donc ce deuxième item. Et le troisième, qui me plaît beaucoup, c'est « With great power come great responsibilities ». Donc en français, c'est « With great power come great responsibilities ». Pardon, ça c'est du franglais. Les grands pouvoirs engagent de grandes responsabilités. C'est une phrase d'un grand philosophe, Ben Parker, dans Spider-Man. Donc, qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire qu'en fait, en maîtrisant la science, ils ont un pouvoir. Donc déjà, ce pouvoir d'utiliser la science à bon escient, à mal escient, c'est une réflexion à mener. Deuxièmement, nous sommes en train de former des citoyens. Donc la plupart de mes anciens élèves, maintenant, pour certains qui sont mes étudiants, puisqu'à Pierre-Gilles de Gênes, nous enseignons du lycée à la licence, ce sont des futurs citoyens. Donc ils vont prendre des décisions, ils vont élire, et là où c'est intéressant par rapport à la bioéthique, c'est que notre collaboration avec l'espace éthique les amène à faire des présentations, des restitutions qui sont envoyées à des décisionnaires. Donc ils ont là leur première action de citoyen. Donc voilà pour cette première partie. Voyons voir un peu les gains. Qu'est-ce qu'on attend? Parce que nous, on ne fait rien gratuitement. Hein. Donc effectivement, on est bien suivi par l'espace éthique de France. Donc ce qui est intéressant pour nous, c'est que c'est une matière interdisciplinaire. On fait intervenir les sciences, la philosophie, l'histoire-géographie, la sociologie. Donc l'espace éthique a pu voir lors des présentations qu'on parle de religion, de philosophie, d'éthique personnelle, etc. De ce qui se passe dans les autres pays aussi, par rapport à un même problème. Ensuite, il y a un effet d'accroche-mémoire, ce que j'appelle accroche-mémoire, c'est que tous les thèmes qu'on a traités jusqu'à maintenant font partie de leur programme. Donc on a traité en première année les dons d'organes, donc ils ont pu mettre ça en lien avec les cours d'immunologie. L'an dernier, nous avons traité la PMA, la GPA, ils ont la reproduction au programme. Cette année, ils vont traiter de la génétique et ils ont la génétique moléculaire et la génétique humaine au programme. Donc c'est tout bénéfice pour eux. Ensuite, ils ont acquis le savoir-faire, la recherche documentaire multisource,
les critiques et crédibilité des documents, l'élaboration d'un raisonnement argumenté, la façon de parler devant un public et organiser et gérer un débat. Donc tout ceci, c'est le savoir-faire. Et enfin, le savoir-être. Donc ils ont appris la courtoisie, donc ne pas couper la parole, prendre en considération l'opinion des autres. Ils ont aussi appris l'empathie, parce qu'ils se sont rendus compte que donner un rein à quelqu'un qui en a besoin, c'est une question d'empathie. Ils ont appris à respecter les opinions des autres. Ils se sont donné aussi le droit de changer d'avis, sauf les plus têtus d'entre eux. Donc au départ, pour certains faits, par exemple, les élèves étaient contre le don d'organes. À la fin de la séance, en ayant réfléchi, enfin la séance quand je dis les 8 heures de bioéthique, certains ont changé d'avis. Et enfin, ils ont pu voir que c'était des citoyens dont l'opinion comptait dès aujourd'hui. Voilà en gros ce que nous avons fait en bioéthique à Pierre-Gilles de Gênes, ENCPB. Merci beaucoup. C'est pas parce que Richard est convaincant que vous aurez envie de partir d'Henri IV pour aller à Pierre-Gilles de Gênes dès demain. Donc restez Henri IV pour les personnes qui sont Henri IV et vous allez voir la réciproque avec notre philosophe préféré d'Henri IV. Alors bonjour à tous. Moi, avant tout, je vais être très courte. Je voudrais remercier tous les élèves qui sont venus et les étudiants, puisque ça fait 3 ans maintenant que, grâce à l'espace éthique, grâce à Françoise Claise-Drapeau, qui m'y a traîné, que je suivrai jusqu'au bout du monde. C'est une déclaration, ça. Hein, on se suivra tous jusqu'au bout du monde. On va y aller. Donc, ça fait 3 ans qu'on travaille avec des ateliers de bioéthique. On a commencé, on était en petit comité, ça a commencé à grossir l'an dernier. Cette année, il y a 90 participants. Je pense que le secret, c'est que je promets des chouquettes pour les attirer. Mais 90 chouquettes, maintenant, ça commence effectivement à faire beaucoup. En tout cas, c'est formidable. Nous avons maintenant des élèves qui sont en première, qui sont en terminale, qui sont en prépa et qui reviennent. Ceux de l'an dernier continuent effectivement le travail qu'ils ont fourni. Ils sont revenus ici, mais également ceux qui sont en université ou en prépa, eux-mêmes ont développé des projets. Je pense par exemple à Aubin, qui ne peut pas être là ce soir puisqu'on lui a déplacé un partiel et qui travaille avec le groupe LGBT d'Assas pour effectivement organiser une conférence avec des députés sur le droit des femmes LGBT et leur visibilité en politique. Donc on voit effectivement que ça fait tache d'huile et qu'il n'y a pas que ces ateliers de bioéthique qui ont du pouvoir, mais que c'est une façon effectivement de réveiller cette conscience de bioéthique chez les jeunes. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup à faire pour réveiller cette conscience de bioéthique, qu'elle va aussi avec la conscience et la volonté d'action dans ce qui arrive actuellement au niveau écologique. Je ne crois pas que les deux soient séparés. C'est le sentiment que nous sommes tous des citoyens, que les problèmes sont communs et qu'effectivement la réflexion sur ces problèmes, qu'ils soient bioéthiques, qu'ils soient climatiques, qu'ils soient au niveau des droits humains, elle doit partir de nous tous et que nous devons et que nous pouvons le faire remonter aux décisionnaires à travers des voies effectivement parlementaires, à travers des institutions comme l'espace éthique. Et un grand bravo à tous ces jeunes qui s'engagent, et j'en suis excessivement fière, dans cette belle dynamique. Ne vous inquiétez pas, vous savez, je dis toujours avec beaucoup d'humour, est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ont assisté à des colloques en Afrique ou pas? Parce que dans les colloques en Afrique, il y a toujours une longue palabre au départ, ça dure à peu près 2 heures, où tous les intervenants se congratulent, sont heureux. Donc il y a le ministre, le sous-ministre, l'adjoint du sous-ministre, etc. Soyez rassurés, il n'y a plus que 2 intervenants, mais de qualité. Et ensuite, on va avoir les stars, c'est-à-dire les lycéennes et les lycéens. FKD, Françoise Claise-Drapeau va dire un petit mot, parce que si elle ne le dit pas, voilà. Je ne sais pas, je suis la sous-ministre. Mais d'abord, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Je suis très fière, moi aussi, d'avoir invité Christina à rencontrer l'espace éthique. Ça, c'est ma déclaration.
Je ne vais pas vous la chanter, hein, quand même, non, pas de karaoké ce soir, non. Simplement, ce que je voulais vous dire, c'est que quand on regarde la salle, c'est effectivement extrêmement rassurant. Et puis, quand on voit aussi du côté des soignants, à quel point, quand on leur raconte ce que vous faites en tant que lycéen, puis en tant qu'étudiant, ça les rassure, ça leur fait du bien. Moi, j'ai la chance de les voir à l'Espace Éthique. Ils sont un tout petit peu plus âgés que vous. Ce sont des soignants, des médecins en exercice, des directeurs d'hôpitaux. Et savoir que vous avez pris ces problèmes à bras-le-corps, que c'est une vraie question de démocratie, et que vous rendez ici la démocratie vivante. Et il y a un mot qui va forcément être prononcé dans peu de temps, j'imagine, ou sinon je le fais, c'est de voir à quel point les réflexions sur la bioéthique vont de pair avec l'éthique de la discussion. Ce qu'on a à vous apprendre aussi, et que mes deux collègues ont si bien résumé ce soir déjà, c'est cette capacité de s'écouter les uns les autres, de se laisser parler, de réfléchir ensemble. Et cette éthique de la discussion, quand on vous entend, d'un seul coup, ça prend un côté extrêmement vivant. Et je crois que c'est un des rôles de la philosophie, cette pluridisciplinarité et cette manière de s'écouter les uns les autres. Voilà. Bon, je ne vais pas abuser de ce temps de parole que je ne prévoyais pas. Et maintenant, j'ai hâte d'entendre les autres. Merci. Ce que je vous demande, c'est quoi votre prénom? Votre prénom à vous, c'est quoi? Thomas. Donc vous venez à toutes les réunions de l'Espace Éthique pour faire la claque. Parce que c'est le premier qui a applaudi avec une force et tout le monde l'a suivi. Là, ça serait très très bien, comme ça il fera les applaudissements. On n'aura plus besoin de mettre la bande sonore. Et on termine donc dans les présentations par Karine de Mutte-Labouze, donc qui est chercheuse à Paris-Saclay, et vraiment qui nous suit avec beaucoup d'attention depuis le début. Merci Manuel. Oula, merci. Bonsoir à tous. Je vais également être brève, parce que nous sommes essentiellement là pour vous écouter. Juste, après avoir déjà assisté en réalité à vos présentations dans vos lycées respectifs, je vais me limiter à 2 points. Premièrement, comme Emmanuel, comme Christina, comme Richard, j'ai été frappée et impressionnée par la manière dont vous êtes emparés de l'opportunité qui vous a été offerte de pratiquer la réflexion éthique. Vous vous êtes tous questionnés, vous avez tous exploré vos thématiques sous différents angles, souvent juridiques, parfois philosophiques, anthropologiques, économiques, enfin il y avait tout, politique, scientifique, technique bien sûr. Et puis surtout, enfin, vous vous êtes tous engagés en aboutissant le plus souvent à des formes de recommandations. C'est-à-dire que vous avez tous vraiment mené un travail de qualité et de nature, finalement, enrichir le débat citoyen. Donc pour cela, vraiment, je m'associe aux autres pour vous féliciter. Et deuxièmement, pour peut-être vous aider à poursuivre vos réflexions, je voudrais insister juste sur un aspect méthodologique, très rapidement. Dans la mesure où le questionnement éthique est à la fois normatif et caractérisé par une dimension appliquée, finalement, il suppose une dialectique de l'expérience et du concept. C'est pour cette raison qu'il est assez crucial d'appuyer les réflexions éthiques sur des cas concrets. Pour dire les choses autrement, l'analyse de tels cas permet d'identifier des questions, des tensions, des conflits qu'il s'agit, c'est-à-dire de problématiser en réalité. Problématiser, ça veut dire transformer, passer d'un problème qui s'enracine dans une situation singulière à une problématique qui s'enracine plutôt dans un système d'idées. Et en éthique, cela aboutit à la formation de dilemmes, qu'il s'agit ensuite, c'est-à-dire de conflits de biens ou de devoirs contradictoires, qu'il s'agit ensuite de résoudre. Et j'ai lu les textes que vous avez rédigés, et ces textes illustrent assez bien cela. Et tous également passionnants, vos textes illustrent bien cela. Ceux qui envisagent une thématique sous un angle général sont de nature philosophique. Et ceux qui envisagent cette thématique en s'appuyant sur des cas concrets relèvent ou s'apparentent plus spécifiquement à un questionnement éthique. Simplement parce que les seconds ont eu la possibilité d'envisager dans leur réflexion la manière dont l'adhésion à certaines valeurs, à certains principes, peut contrarier l'adhésion à d'autres principes. Et je pense notamment à un des textes que j'ai lu, qui est le texte sur l'adoption,
Parce que vraiment, ce texte, enfin d'autres aussi, hein, mais je prends cet exemple pour vous montrer peut-être l'intérêt d'utiliser des situations singulières et incarnées. Ce texte a permis notamment de révéler le conflit qui pouvait exister entre, d'une part, ce que j'ai interprété dans le texte comme un devoir de loyauté envers la famille adoptive, et d'autre part, une nécessaire construction identitaire qui peut inclure un besoin impérieux de rencontrer la famille biologique. Ça, je crois que seules les situations singulières permettent d'arriver à ce genre de dilemme. Et c'est vraiment important en éthique, parce que sur les grands principes, la bienfaisance, la non-malfaisance, l'autonomie, la justice, je pense que nous sommes tous d'accord. Les choses se compliquent lorsqu'il s'agit finalement d'analyser à quoi se réfèrent ces principes et quelles sont les conséquences de leur mise en application. Et c'est précisément la révélation de ces tensions mises en lumière par des expériences singulières qui permet de faire avancer le débat en finalement nous invitant à réfléchir à ce qui est légitime, ce qui est acceptable, en tenant compte à la fois de la pluralité des valeurs et des intérêts qui peuvent être divergents de chacun. Je vous remercie et je m'arrête parce qu'on a surtout tous hâte de l'écouter.